Puis donc une chaîne de télévision qui est représentée par son directeur, M. Martial Bild. Voilà, donc je vous remercie de faire un bon accueil à nos invités. Donc la soirée se déroule très simplement, c'est-à-dire que chacun va peut-être présenter d'abord son aventure, son entreprise, son média, puis nous animerons des échanges pour éclairer et susciter des réponses intéressantes, et puis après la parole sera à vous, c'est à peu près à 10h, vous pourrez aussi poser des questions. Juste avant, en guise d'entracte, je ferai passer, pour ceux qui le souhaitent, être informés des prochains événements, ceux qui n'ont pas encore, qui ne reçoivent pas encore habituellement les mails, par exemple, ils pourront inscrire leurs coordonnées sur un petit tableau tout simple. Voilà, et puis on fera passer donc 2 corbeilles pour demander votre participation. C'est tout simplement pour les frais de la salle, et puis nous avons coutume de défrayer les frais de transport nos invités. Voilà, ils ne reçoivent pas de cachet, mais parce qu'ils sont là pour servir, mais au moins ça me semble juste de les défrayer. Donc merci. Voilà, donc notre sujet de ce soir, il se rapporte en fait sous son titre un petit peu, j'allais dire racoleur, qui est tout à fait juste, il se rapporte à la qualité de l'information. Hein, c'est bien là le sujet. Parce que l'enjeu de cette qualité de l'information est important. C'est pour nous, citoyens, qu'on ait des responsabilités ou pas, c'est pour nous le moyen de former notre jugement sur les événements, les personnes, les institutions. Voilà. Et si on n'a pas une information éclairée, qui se veut être juste, diversifiée aussi, eh bien, on ne peut pas avoir un jugement ajusté. Et donc, c'est sûr qu'un seul média, à lui tout seul, ne peut pas présenter tous les angles de vue d'un sujet. C'est pas possible. Donc, c'est normal, enfin, ça c'est un état de fait normal. Néanmoins, l'apport de différents points de vue, il sera rendu possible par une vraie liberté de l'information. Donc là, on est vraiment dans le sujet. On ne défend pas un média plutôt qu'un autre. Bon, on pourrait en critiquer certains, c'est sûr, mais cette diversité est nécessaire pour apporter différents angles de vue, au moins, afin d'avoir une bonne appréciation des choses et des événements. Voilà. Et cette diversité, cette liberté, elle porte un enjeu, parce qu'un citoyen qui est, on va dire, formaté, endoctriné, ou qui reçoit toujours un message dans le même sens, eh bien, comment il va pouvoir voter ou bien exprimer un choix s'il a toujours un seul angle, je simplifie, s'il a toujours un seul angle de vue dans son esprit. Voilà. Donc cette liberté d'information, elle est vraiment importante, et elle a des enjeux importants. Hein, des enjeux aussi pour que les décideurs prennent les mesures adaptées peut-être à une situation. Voilà. Eh bien, j'ai déjà bien parlé pour situer le sujet, ça me semblait nécessaire. Hein, ça me semblait nécessaire. Donc, je vais passer la parole maintenant à nos invités. Aux plus jeunes. Voilà, donc chacun présente son projet, son aventure et son média. Merci. Ça marche pas. Alors, ouais, peut-être. Vous m'entendez là, c'est bon? Merci beaucoup de votre invitation. Nous sommes très heureux pour Romaric Sangas, qui est le directeur des pages culture de l'Incorrect, et moi-même d'être ici dans cette belle ville d'Orléans. Vous avez fait remarquer à juste titre qu'il était bon qu'il n'y ait pas qu'un seul média, heureusement, sinon ça s'appelle la Pravda, ou peut-être le RTF du général de Gaulle, sinon. Nous, en fait, on a lancé l'Incorrect il y a 1 an et demi, un petit peu sur un coup de tête, mais surtout sur un désir. En fait, c'est la rencontre d'un désir et d'une opportunité. C'est-à-dire qu'on nous avait proposé de reprendre un mensuel que je ne citerai pas, qui était un petit peu Laurent, un mensuel de droite. On était un petit groupe avec plusieurs personnes, dont quelqu'un qui est devenu notre actionnaire, qui a permis de lancer ça.
Et on s'est aperçu que ce mensuel était tout trop vieux, un peu vétuste, et on n'avait pas envie de le reprendre. On a gardé l'idée, c'était juste après les élections présidentielles, où on pouvait avoir l'impression que notre camp, à droite, avait un petit peu perdu sur tous les plans. Et on s'est dit qu'on ne se retrouvait pas forcément dans l'offre politique telle qu'elle se passait. Et on s'est dit donc le combat pour vous était amené plutôt sur une question culturelle ou métapolitique, comme on dit, et que, quoi qu'il y ait déjà beaucoup de très bons médias à droite, peut-être qu'il en manquait un, peut-être qu'on pouvait apporter quelque chose de neuf. Ce qu'on a essayé donc de faire avec l'Incorrect, qui donc est un mensuel qui se revendique absolument de droite, mais de toutes les droites. Je pense que c'est ça un peu aussi notre nouveauté, c'est qu'on arrive en se disant on va parler à toutes les droites, donc sans exclusive. Donc en fait, ça veut dire qu'on parle aussi aux gens du Front National, parce qu'en général c'est ça qui fait la limite dans les droites. On est arrivé en se disant qu'on allait essayer donc de parler beaucoup de choses culturelles, beaucoup de choses politiques pour essayer de reconstruire un corpus qui existait déjà, mais de le construire peut-être plus, de l'actualiser, et d'essayer de le mettre un peu au cœur du débat, et de s'imposer avec des moyens qui sont peut-être pas ceux toujours de ce qu'on appelait la France bien élevée, notamment au moment de la Ligue pour tous, et qu'en gardant un fond sérieux, un fond qui veut vraiment participer à reconstruire la France, etc., on allait un peu tout se permettre, si on peut dire, sur la forme, en fait, et qu'on allait essayer d'être, comme disent les gens des écoles de commerce aujourd'hui, d'essayer d'être un peu disruptif, ce terme est affreux, mais qu'on allait essayer de ruer dans les brancards et un peu de mettre le désordre là-dedans. Donc voilà, en un an et demi, on a réussi à faire un petit peu notre place avec surtout les compétences et les talents qu'on a réussi à regrouper autour de nous. Donc voilà, c'est un groupe d'une 30-40 personnes qui sont mal payées, qui font ça de manière militante, mais militante dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont en général très compétents dans leur domaine, mais qui ont envie, je pense, de cette liberté de ton, cette liberté économique, cette liberté financière, cette liberté un peu par rapport à tout qu'on peut avoir, qui ont envie d'exercer là-dedans le journalisme, c'est-à-dire à la fois aller chercher de l'information et de la traiter d'une certaine façon, et d'essayer de contrebalancer en fait ce que sont devenus les médias dominants aujourd'hui, qui ont tendance soit à penser la même chose, soit à s'interdire de penser et à imaginer qu'on peut être uniquement dans une pensée gauche en fait pour faire du journalisme. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. On s'est, je pense, un petit peu imposé dans la chose. On est repris, on a réussi à créer une identité. On est pris au sérieux et je pense que c'était ça la chose la plus importante pour commencer. On a un lectorat très fidèle qui nous achète en kiosque, qui nous achète par abonnement, qui est un lectorat qui croît régulièrement, qui devrait croître encore plus vite, ce serait encore mieux. Mais voilà ce qu'on avait essayé de faire, et donc de parler un peu à tout le monde à droite. Merci. Donc, si je peux parler dans ce cas, je vais parler de la partie, donc de la manière dont moi j'ai pas proposé de diriger la partie culturelle de l'Incorrect. Ça fait très longtemps que je travaille dans différents médias culturels et forcément c'était très intéressant de le faire sous cet angle-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur la culture aujourd'hui, pour différents aspects. Notamment parce que, justement, d'un point de vue politique, la culture est vraiment devenue une caisse de résonance, une manière insidieuse de propagande aujourd'hui de manière générale. Enfin, alors, surtout la culture populaire, la culture de masse, on va dire. Regarder Plus belle la vie ou ce genre de choses qui m'arrivent parfois de surprendre pour comprendre que le feuilleton de télévision sur France 3 aujourd'hui est une manière de formater les esprits en fait en imposant une culture de masse diffuse qui véhicule des visions du monde. Alors, après, toute œuvre d'art a toujours véhiculé d'une manière ou d'une autre une vision du monde. Mais là, c'est de manière extrêmement insidieuse, un peu martelée, avec une prise du pouvoir par la gauche de la culture en France depuis au moins une trentaine d'années, qui est valable à tous les niveaux en réalité, au niveau des décideurs, au niveau des libraires, au niveau des réseaux de diffusion, au niveau de la plupart des médias, du cinéma. Et donc voilà, c'est une prise de pouvoir très insidieuse, et du coup c'est intéressant du point de vue où on se place d'être dans la position de ceux qui assiègent et pas de ceux qui sont assiégés sur ce point de vue-là, même si c'est aussi très difficile parce que
on se retrouve face à cette espèce de citadelle comme ça. Et l'autre difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas de retourner la chose et même de fabriquer on va dire une contre-culture ou de défendre une contre-culture qui serait un véhicule idéologique, puisque finalement, c'est toujours ce qu'on a dit de toute façon avec Jacques. Donc la définition, la droite, c'est quand même l'endroit où on arrive à différencier les plans correctement et à dire que le religieux appartient au religieux, le politique au politique et le culturel au culturel. Et pour moi, la gauche, c'est lui la confusion des plans, c'est-à-dire qu'on a une vision religieuse du politique, on veut faire le salut des hommes contre eux par des moyens politiques, et on utilise la culture avec des motifs politiques. Et on veut transformer les masses par une exploitation de manière, comme une propagande en fait, voilà. Et la droite, c'est pas de faire la même chose dans l'autre sens, comme disait ce cher de Maistre, la contre-révolution n'est pas le contraire, n'est pas la révolution dans le sens contraire, mais le contraire d'une révolution. Donc en fait, l'idée, c'est justement de remettre les choses à leur place et de parler religion de manière très décomplexée et sur le plan religieux, de parler politique sans la confondre avec le point de vue religieux, dans la bonne tradition de notre ami Philippe Lebel, et de la même manière, d'un point de vue culturel, de parler de culture sans en faire une affaire de propagande, en jugeant les œuvres d'art pour ce qu'elles sont, et pas pour des raisons idéologiques, ce qui est systématiquement, ce qui est très souvent le cas en l'occurrence aujourd'hui, à cause de cette contamination du culturel par la politique. Voilà. Donc ça a été un peu notre chantier de base, c'est un peu ça. Et après, c'est plus ou moins difficile de travailler selon les disciplines. En réalité, en littérature, c'est assez simple, parce que c'est souvent des gens plus ouverts d'esprit, plus cultivés. C'est un milieu aussi, il y a moins d'argent, donc moins de propagande. Enfin, les gens sont plus libres en réalité, et plus cultivés. Et puis, le cinéma, c'est pas toujours évident, et la musique, c'est désastreux. Enfin, la musique pop, en l'occurrence, c'est très compliqué, parce que là, c'est surtout parce que là où il y a les gens les plus bêtes et les plus conformistes. Et donc, c'est compliqué de travailler dans ce genre de situation, parce qu'il y a une espèce de pression comme ça de milieu, où les gens ont souvent l'impression d'être Jean Moulin parce qu'ils refusent une interview. Et voilà, donc c'est parfois un peu difficile sur ce point de vue-là, même si les choses évoluent, évidemment. On sent quand même que les choses évoluent de manière générale dans le pays. Il y a une espèce de trouble comme ça qui n'épargne personne. Mais voilà, il y a un conformisme intellectuel dans certains pans de la culture qui fait que c'est pas toujours évident de travailler pour nous, même si globalement, il semble qu'on arrive à se sortir pas trop mal jusqu'à là. Voilà. Merci. À tout... On va appuyer un peu plus longtemps. Le seul qui s'occupe de télévision qui ne sait pas faire fonctionner le micro, ça commence très fort. Bonsoir à tous. Merci à France Souveraineté de nous accueillir, d'accueillir Télé Liberté. Ce n'est pas la première fois. Oui. Depuis les 5 ans de notre existence, vous êtes un soutien précieux, y compris les donateurs qui sont dans la salle. Il y a 5 ans, je ne vais pas vous faire toute l'épopée, parce que l'épopée, elle est dans le livre. Nous avons fait un livre pour expliquer ce qui est véritablement une épopée. Nous sommes partis simplement d'une idée, c'est que dans une démocratie, la presse doit jouer son rôle de contre-pouvoir. Et que, en fait, dans la réalité, nous ne sommes pas dans une démocratie, ça nous le savons, nous sommes dans une médiacratie, c'est-à-dire une forme de société totalitaire dans laquelle les médias sont devenus le premier pouvoir. Le politique a cédé son pouvoir aux médias parce que le politique a peur d'être harcelé, il a peur d'être poursuivi, il a peur d'être condamné, et donc il a cédé aux médias, au Canard enchaîné et Mediapart, qui sont les deux flics les plus remarquables de la presse mainstream, de la presse classique, de la presse convenue. Il a cédé son pouvoir. Ne parlons pas même de la justice qui aujourd'hui organise ses sorties et l'ensemble de ses poursuites en prévenant les médias à l'avance. C'est-à-dire que ce sont les médias qui organisent le pouvoir judiciaire en France. Donc, c'est devenu une médiacratie où les médias sont le bras armé de l'hyperclasse mondiale. Et donc, ils peuvent manipuler, ils peuvent censurer, ils peuvent désinformer, ils peuvent dénoncer, ils peuvent déconsidérer, sans qu'il y ait aucun contre-pouvoir pour cela. Et il y a 5 ans,
Fort de ce constat qui ne s'est pas amélioré, Philippe Millot, le président de la chaîne, votre serviteur, et l'ensemble des journalistes, sinon j'éloigne mon micro au fur et à mesure, sinon je l'enlève. Hein, on essaie d'équilibrer. Sinon il n'y a pas de souci, vous embêtez pas. Fort de ce constat, il y a 5 ans, nous nous sommes dit, il y a l'obligation pour nous, une véritable mission, qui est de se lancer dans un média audiovisuel, non pas seulement une petite chaîne sur YouTube, non pas seulement une vidéo faite dans sa chambre pour essayer d'éveiller les consciences, mais d'être, je l'ai dit une fois, mais ce n'est pas valable, il n'y a pas d'équivalent, mais d'être une Fox News à la française, c'est-à-dire véritablement une chaîne crédible qui a la volonté d'être demain la remplaçante de France Info TV, la remplaçante de BFM, la remplaçante de CNews, la remplaçante de LCI, et pourquoi pas mieux, d'être le remplaçant, c'est-à-dire d'avoir la qualité, la crédibilité et le sérieux qui permettait de dire demain vous aurez une chaîne de toutes les droites, de tous ceux qui défendent l'esprit français et qui seront honorés d'y participer et qui seront fiers de la regarder, qui n'auront pas honte de regarder la chaîne et qui pourront considérer que TV Liberté, c'est leur chaîne de télévision. À partir de là, nous avons eu une chance. Dans cette salle, on pourrait dire l'aide de la Providence. Les coûts des matériels audiovisuels avaient baissé d'une manière remarquable. Ce qui était inaccessible financièrement le devenait parce que eh bien, les caméras coûtent moins cher, les écrans de télévision, vous l'avez vu, coûtent moins cher, certains, bien évidemment. Et donc, l'opportunité de créer une chaîne de télévision était réelle. Et si nous ne prenions pas cette démarche-là, eh bien, nous passions notre tour et peut-être que personne n'arriverait à la créer, cette chaîne audiovisuelle. Elle venait en complément de ce qui se faisait. C'est pour ça que je suis à côté de l'Incorrect et qu'ils ont l'occasion de venir à TV Liberté et qu'ils ont eu l'occasion de parler très gentiment de TV Liberté. C'est que nous sommes complémentaires. Donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a qu'une complémentarité des actions. La presse écrite a son rôle, et bien évidemment avec ses dégagements sur Internet, ce qui est le cas de l'Incorrect. Et puis, il y a la presse radiophonique, il existe Radio Courtoisie, qui doit reprendre son chemin de développement, mais il n'y avait pas sur la télévision et l'audiovisuel quelque chose. Voilà donc ce que nous avons fait, et en 5 ans, TV Liberté a réalisé plus de 5000 émissions, totalisant plus de 3500 heures de production et plus de 30 concepts d'émissions. Et le succès de TV Liberté se mesure également en nombre grandissant de téléspectateurs. En mai 2015, quand je suis venu ici, c'était en 2015, la chaîne comptait un peu moins de 500 000 vues sur ses plateformes de diffusion. 3 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 5 pour atteindre 2 500 000 vues. En juin dernier, nous avons subi un acte de censure, un acte politique dont nous parlons bien évidemment dans le défi, mais que je pourrais évoquer avec vous si vous le souhaitez, qui a mis à bas l'ensemble du travail que nous avons mené. C'est-à-dire que nous produisions des films, et dans la boutique où on venait louer ou acheter des films, la boutique a brûlé, volontairement. Ce qui fait que, bien évidemment, nos émissions sur la plateforme YouTube, qui est un peu la boutique, dématérialisée, mais la boutique où on peut trouver nos vidéos, nous a censurés. Dès lors, on ne pouvait plus trouver nos vidéos. Nous avons mis beaucoup de temps, je vous l'expliquerai si vous le souhaitez, à retrouver une situation, 6 mois, que nous avons perdu comme temps. Ils ont gagné 6 mois, mais où ils ont perdu, c'est qu'ils pensaient que nous allions mourir. Or, nous sommes revenus exactement aux chiffres qui étaient ceux de juin dernier. C'est pour ça que je dis que c'est une épopée. Aujourd'hui, il existe une presse alternative, c'est le terme que nous donnons à TV Liberté. Chacun peut retrouver le terme ou pas, adopter ce terme ou pas. Alternative parce que on avait au départ parlé de réinformation ou de contre-information. Et Romaric, je crois que c'est toi qui l'as dit, a raison de dire que nous ne sommes pas une propagande contre la propagande. Nous sommes pour essayer de donner une information vérifiée, absolument libre, exemplaire si possible, et donc nous ne sommes pas là pour répondre à TF1 et à France 3. Encore que nous avons une émission qui s'appelle Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou qui fait cela. Mais non, ce que nous voulons, c'est créer notre propre information, être créateur d'information. Exemple, quand on fait venir Marion Maréchal,
et qu'elle vient à TV Liberté annoncer qu'elle arrête la politique, elle fait le choix, vous le savez aussi bien que moi, puisqu'elle n'a que 2 interlocuteurs qu'elle accepte, c'est l'Incorrect et TV Liberté, donc elle dit « Je viens à TV Liberté, je ne veux pas aller à TF1 ou à France 2, je n'ai rien à leur dire, je viens à TV Liberté, je dirai à TV Liberté que j'arrête la politique, j'espère qu'elle viendra dire un jour qu'elle reprend la politique, ça c'est mon sentiment personnel, à TV Liberté et à l'Incorrect, mais en attendant, elle dit « Je viens à TV Liberté ». Et au jour où elle vient, 400 médias appellent TV Liberté, Martial Bild, en disant « Bonjour Monsieur Bild, vous êtes le directeur de TV Liberté, nous voudrions acheter vos images. » Et ce jour-là, mesdames et messieurs, parce que c'est ça, la possibilité de tenir la presse convenue ou la presse mainstream, ce jour-là, nous leur avons dit « Non, vous ne les paierez pas, parce que nous sommes pour la liberté des images, et donc nous allons vous les donner. » Et donc nous leur avons donné les images. Il y a eu ce qu'on appelle chez les jeunes un double effet qui se coule. À la fois, ils sont venus nous demander les images, qui déjà leur faisaient quand même mal au cœur, à nous de les demander, mais en plus, nous ne leur avons pas fait payer, nous leur avons donné. C'était un don. Et toute honte bue, eh bien, ils ont trouvé le chemin de TV Liberté, et ils le trouvent pour 1000 autres raisons. Nous sommes donc créateurs d'informations. Et à partir de ce moment-là, on a un rôle complètement différent. On passe du côté clair de la force, et c'est eux qui sont dans le côté obscur de la force. Nous sommes donc créateurs d'informations, et enfin, nous cassons le carré maléfique. Ça tombe bien ici encore, en cette période de carême, quand on évoque Satan, ça évoque quelque chose. Eh bien, on a ce carré maléfique que l'on arrive à casser. Premièrement, on forme des journalistes, et donc on casse les écoles de journalisme qui sont celles du formatage. Deuxièmement, on se fiche du CSA. Je dis ce terme, se fiche, parce que j'essaie d'être le plus poli possible. On se fiche du CSA, qui est le responsable du flicage des médias. On se fiche des annonceurs, qui sont le verrouillage idéologique. C'est par les annonceurs, souvent, qu'on impose aux médias la tête de gauche. Regardez, l'Incorrect n'a pas de publicité ou très peu. Valeurs Actuelles n'a pas de publicité ou très peu. Parce que le Figaro Magazine se combat pour avoir de la publicité, parce qu'ils sont de droite, et que les annonceurs ne donnent pas aux journaux de droite. Il faudra donc là aussi avoir des solutions, et nous en avons. Et dernier morceau du carré maléfique, le rôle de l'État, qui continue à subventionner l'ensemble des médias audiovisuels, l'ensemble de la presse, même celle qui est en soins palliatifs. Je voudrais vous dire ici, puisque vous êtes là, que chacun d'entre vous ici, y compris les plus jeunes, hein, parce que souvent les jeunes me disent « mais moi je ne paie pas d'impôt ». Attends, ça viendra, on te retrouvera puis vous payez de la TVA. Quand on vend un journal de l'humanité, un exemplaire de l'humanité, vous voyez, c'est le vieux journal, là, vous voyez, vous vous souvenez, c'est le vieux journal stalinien, qu'on distribue gratuitement dans les aéroports encore, parce que ça c'est un accord avec Air France, qu'on distribue dans les trains, c'est un accord avec la SNCF, qu'on distribue là où dans les médiathèques, parce que ce sont des accords avec la CGT pour ne pas les embêter, mais dans les exemplaires qu'ils arrivent encore à vendre, il y en a un petit peu, ils sont 200 journalistes, je crois qu'ils vendent 10 000 exemplaires, en kiosque, en tout cas 200 journalistes. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un exemplaire de l'humanité qui est vendu, vous donnez 50 centimes. Vous, 50 centimes. Confirme. 50 centimes au journal L'Humanité. Vous n'êtes peut-être pas tous communistes dans la salle, mais néanmoins, vous donnez quand même 50 centimes. Puis vous donnez 45 centimes à l'autre, 25 centimes à celui-ci, 10 centimes au Figaro, 15 centimes aux Parisiens, et des centaines. Moralité, ils sont en soins palliatifs. S'ils n'ont pas l'argent de l'État, s'ils n'ont pas notre argent, ils meurent. Eh bien moi, je suis pour qu'ils meurent dans la dignité. Dans la dignité. Fin des soins palliatifs. Voilà le défi de TV Liberté. Alors, vous avez déjà donné des éléments de réponse dans votre présentation très très riche à une question, mais je vais quand même vous la poser. Parce que vous disiez tout à l'heure, Jacques et puis Romaric, que le danger de venir finalement de prendre le schéma de la presse bien pensante, un peu de gauche, là, mondialiste, libérale, libertaire, tout ça, et de le calquer sur votre presse à vous, hein, faire la contre-révolution, ce n'est pas faire la révolution dans l'autre sens. Hein. Alors, comment vous prenez, quel esprit vous avez voulu insuffler, comment ça se traduit pour échapper donc à ce travers dans lequel vous n'êtes
pas tomber, mais comment, voilà, quels sont les moyens, quel esprit vous voulez insuffler à votre média? Ça se traduit par plusieurs moyens. Déjà, comme l'a dit Martial, on a très peu de publicité. Enfin, on ne va pas en chercher nous-mêmes, on en prend. Parfois, quand on vient nous demander, et ce sont des publicités en fait, de gens assez proches en général. Ce qui est compliqué, parce que Martial a beau se moquer des journaux en scope palliatif, je ne voudrais pas qu'il y ait plus de journaux du tout, même si ceux dont il a parlé peut me choquer qui poursuivent, mais la presse écrite aujourd'hui, je vais faire pleurnicher, c'est quand même compliqué de vendre du papier aujourd'hui. Surtout, notre public, nous, est paradoxalement plutôt très jeune, entre 20 et 40 ans en majorité, mais c'est un public qui a très peu l'habitude d'acheter du papier, voire encore plus de s'abonner en fait. Donc c'est quand même compliqué, et Martial lui joue un peu sur du velours parce que le média télévisuel très respectable est beaucoup plus immédiat aujourd'hui, beaucoup plus consommé. Enfin, moi, je dis des banalités, mais c'est vrai. Et je ne voudrais pas que le papier, que ce soit nous ou d'autres, disparaisse vraiment parce que le temps de la lecture du papier est une autre construction, participer à une autre construction de la pensée que celle de la vidéo et, à mon sens, reste nécessaire. Donc, pour ne pas ressembler aux autres médias, pour l'instant, on n'a pas de publicité et je pense qu'on n'en aura jamais réellement, ce qui nous permet d'être indépendant financièrement, économiquement. On n'est soumis à aucune pression d'aucun groupe, on dit exactement ce qu'on veut. On a peur de choquer personne parce qu'il n'y a rien derrière qui nous oblige. On n'a pas de subvention de l'État non plus, donc ça nous laisse aussi libre vis-à-vis de ça. Et nous, pour l'instant, nous permettons de parler avec tout le monde, en fait, à l'interviewer des gens de gauche, des gens de droite, tant qu'ils nous semblent passionnants ou intéressants. On ne pratique pas de censure, en tout cas dans les gens qu'on va chercher. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on est en grande partie différent de ce que fait une presse plus classique, plus établie. Et on va aussi essayer d'aller chercher des sujets qui ne sont pas traités par cette presse-là. On va essayer de les traiter aussi de manière différente, c'est-à-dire de manière souvent plus violente, plus drôle parfois, dans les titres. Enfin, on va essayer de ne pas s'installer en fait et d'être un peu tout le temps dans la disruption, encore une fois. J'aime beaucoup ce mot. On pourrait dire dans l'anticonformisme, bon, non, c'est... Oui, c'est tout le paradoxe, justement. C'est la grande difficulté, moi je trouve notamment en culture, c'est pas de fabriquer une sous-culture. Et que le réflexe dans le genre de situation qui peut être, qui est la nôtre, le réflexe qui peut être le nôtre, c'est justement de s'installer dans une forme de sous-culture avec une attitude comme ça, un peu de ghetto, et de fabriquer son petit monde parallèle. Ce qui en plus on est dans une époque qui entraîne à ce genre d'attitude, puisqu'on a la multiplication des petites niches, d'un point de vue commercial et d'un point de vue idéologique aussi. Internet pousse à ça. Chacun après va fabriquer son petit cercle dans lequel il va s'enfermer. Chose qui a d'ailleurs été étudiée récemment à cause du succès de Trump aux États-Unis, puisqu'on s'est rendu compte que finalement la culture officielle était elle-même devenue une bulle de Facebook qui faisait que les gens qui étaient à l'intérieur ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait autour, parce que chacun va être à l'intérieur de son propre prisme. Et donc notre but, c'est justement pas de fabriquer un ghetto ou une simple contre-culture, mais c'est justement d'être plutôt la nouvelle académie. Alors évidemment, on n'est pas aujourd'hui, et on a des méthodes qui sont assez punk, parce que c'est ça qui est drôle aussi d'être dans la situation qu'est la nôtre, mais c'est d'arrêter d'être dans la réaction, d'être dans le réagir par rapport à ce qui nous est imposé, mais d'imposer un contre-ordre, voilà, enfin un autre ordre, en tout cas. Voilà. Et du coup, de garder ça en tête, d'essayer de ne pas être focalisé sur ce qui, quelque part, nous oppresse, enfin, en tout cas, ce qui s'impose en permanence à nous, qui est exaspérant, qui fait qu'on a envie de réagir avec ceci, nécessaire et important. Et d'ailleurs, Martial parlait de l'émission de Jean-Yves Le Gallou sur TV Liberté, qui c'est important, c'est une espèce d'hygiène mentale aussi, régulièrement, de démonter un peu les mécanismes par lesquels la culture officielle s'impose à nous. Voilà. Et en même temps, il faut réussir, en même temps, c'est un mot piégé, mais à ne pas glisser dans une contre-culture ghettoisée, mais à restaurer quelque chose. Je pense que, voilà, pour revenir dans la thématique contre-révolutionnaire, il faut réussir à restaurer quelque chose qui a en fait été peu à peu
détruit. Si on regarde il y a un siècle, par exemple, puisqu'on parle de presse, on peut voir au niveau historique, il y a un siècle, la diversité d'idées, d'opinions, c'est souvent en duel parfois, voire un assassinat, c'est autre chose, mais enfin, en tout cas la liberté d'expression était beaucoup plus vaste, et donc réellement il y a eu un amenuisement comme ça, sidérant des diversités des opinions, et aussi d'ailleurs de la qualité de leur expression. Voilà. Et donc on essaye de garder ça en tête pour ne pas glisser dans cet écueil qui est de faire un groupe Facebook qu'on n'est pas de gauche. C'est pas très intéressant. Voilà. Alors, je pose aussi la question à Martial, parce que c'est un angle un peu plus étroit, mais un peu, parce que quand on ouvre le site de TV Liberté, on regarde 2-3 styles d'émissions, on se dit, bon, ça y est, c'est des gens de droite, mais plutôt à l'extrême. Bon, j'ai entendu un peu ce cliché, hein. Pour moi c'est un cliché, mais comment vous tâchez de permettre pas cette ouverture, c'est pas un mot, mais de ce désenclavement, bien cet ordre autre qui va contrer indirectement l'ordre établi. Alors je vais vous répondre franchement, je me fiche de savoir ce qu'on dit de nous. Alors là, on peut utiliser tous les termes que l'on veut, je n'ai aucune inquiétude de rien. Voilà, je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas, et alors après on peut dire tout ce que l'on veut, je suis d'ailleurs même d'extrême droiture, et même de grande extrême droiture, plus que beaucoup d'autres. Mais je n'ai pas peur des mots, parce que bien évidemment, ce sont des moyens d'essayer d'empêcher notre expression. Ce sont les actes qu'il faut juger. Or, TV Liberté, depuis 5 ans, les actes. Il n'a jamais été repris pour une fake news, pour une fausse information, jamais. Alors que nous sommes surveillés, alors que nous sommes scrutés, on sait quelque chose, nous n'avons jamais eu cela. Ça, c'est la première réponse que je peux faire. Nous n'avons jamais véhiculé une fausse information. Deuxièmement, moi je relève les fausses informations. Je vous en donne une, allez rapidement. Il y a eu pendant des semaines un énorme sondage sur le complotisme, dans lequel, bien évidemment, la preuve était apportée que les Français étaient de plus en plus complotistes, que parmi les Français les plus complotistes, les plus bêtes, pas le terme, les moins cultivés, étaient les plus complotistes, et que les plus complotistes étaient les Gilets jaunes. Voilà, ça c'était pour arriver à cela. Or, le rôle de TV Liberté, c'est d'apporter la preuve et du démontage de ce qui était d'opération, ce qui est un véritable complot. Car cette enquête est un véritable complot. Tout simplement parce qu'on a mêlé des questions sérieuses, des questions très sérieuses, et qui bien évidemment touchent à la dignité humaine, touchent à l'essentiel et qu'on ne peut pas remettre en cause, à des futilités. Il était posé comme question, par exemple, de savoir est-ce que vous pensez que la Terre est plate? Parce qu'il paraît qu'aux États-Unis, il y a une secte qui pense que la Terre est plate. Bon, moi, à cette question, j'aurais répondu que je ne me suis jamais penché pour voir, donc je ne sais pas. Mais c'est une question, est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui vous ont dit la Terre est plate? Vous en rencontrez tous les matins? Est-ce que lors des dîners ou dans les soirées que vous faites, il y a des gens qui disent, tiens, dis donc, je voulais te dire, tu sais que la Terre est plate? Jamais. Mais c'est une question qui était posée par les enquêteurs. Cet enquêteur, dans les sondages, je vous dis encore une deuxième chose, il ne faut jamais regarder qui a fait le sondage, mais qui l'a payé. Qui a fait le sondage, c'est l'IFOP. Qui l'a payé, c'était un institut qui s'appelle Jean Jaurès, qui est un institut socialiste, dans lequel, mesdames et messieurs, il y a des experts. Or, parmi les experts les plus capés de cet institut Jean Jaurès, figure l'ancien Premier ministre anglais. J'ai perdu son nom au moment où je parle, mais Tony Blair. Or, Tony Blair est le maître absolu de la plus grande fake news de l'histoire de l'humanité de ces 30 dernières années. Il y a des armes de guerre et de destruction en Irak. Je vous apporte, grâce à Colin Powell, à qui il a donné les éléments, la fiole de la poudre, qui prouve que, à partir de ce mensonge d'État, il y aura non pas des milliers, pas des dizaines, mais des centaines de milliers de morts. La déstabilisation de l'ensemble de pays que nous vivons
encore, des phénomènes de migration que nous vivons encore. C'est ce même institut qui a comme expert Tony Blair. Voilà ce qui est la réalité de TV Liberté. Moi, je ne suis pas inquiet de ce qu'on dit de moi parce que je sais ce que sont les autres. Je sais où sont les vrais extrémistes aujourd'hui. Ce n'est pas TV Liberté. TV Liberté est comme l'incorrect. Ne cherche pas à se réduire à quelques-uns. Mais, et je vais vous dire la vérité, on ne m'empêchera pas d'inviter qui je veux. J'ai invité Gérard Filoche, qui était un ancien communiste, qui est un vrai extrémiste et qui est venu à TV Liberté de mai 68, parler de mai 68. Je l'ai invité contre l'avis de ma direction. Il me disait, oh là là, c'est pas une bonne idée. Moi, je trouvais que pour parler de mai 68, je pouvais demander à Bernard Lugan, bien sûr, c'est ce que j'ai fait, demander à un gaulliste, demander à un monarchiste, mais aussi demander quand même à un gauchiste, car en mai 68, les gauchistes ont eu un rôle, quand même, dans mai 68. Filoche est venu, eh ben je vais vous dire, et je lui dis en direct, il est sectaire comme je le pensais, il est extrémiste, lui c'est un vrai extrémiste. Mais je considérais que pour TV Liberté, il était nécessaire d'inviter qui je veux. On ne m'empêchera pas d'inviter qui je veux en me traitant d'extrémiste. Et si c'est parce qu'il faut me dire que je ne dois pas inviter Madame Le Pen ou tel autre, ou Monsieur Dupont-Aignan, ou Monsieur Poisson, parce que c'est là, en les invitant, vous êtes un extrémiste, alors ça, je ne répondrai jamais par l'affirmative. J'invite qui je veux et j'embête tous ceux qui m'empêchent et qui veulent me censurer. Ça, c'est une réalité. Oui. En plus, je crois ce que je dis, donc ça aide. Oui, merci. Alors, justement, certes, vos deux médias sont dans des problématiques un peu différentes parce qu'une télévision fournit une information en continu ou des émissions qui collent à l'actualité. Bon, l'incorrect aussi se rapporte à l'actualité, mais avec le recul, avec une pression moins forte. Bon. D'accord, il y aura des questions aussi là-dessus. Mais déjà, spécialement peut-être pour l'incorrect, parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, reprendre, créer un périodique de la presse écrite, c'est plus que audacieux, voire téméraire, voire risqué, en tout cas. Est-ce que vous réalisiez, il y a plusieurs questions, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à dépasser ce défi, quand même, à franchir le pas? Et puis, est-ce que dans les fêtes maintenant, ça vous semble le plus gros est derrière vous? Est-ce que chaque semaine c'est le métier qu'il faut remettre, j'imagine, sur le fil là. Comment vous avez réussi et vous vivez actuellement ce défi? Pour ma part, ça me semblait évident de lancer un magazine papier parce que ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans la presse écrite et que j'adore ça, et que j'adore écrire et qu'on crée une relation avec le lecteur. Autour de moi, il y avait, comme Romaric, beaucoup de personnes qui ont travaillé dans la presse, des presses totalement différentes d'ailleurs, culturelles, qui étaient plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, etc. Même si, dans le fond, on pense tous la même chose. Et que ça nous semble, en fait, rester malgré Internet, malgré la vidéo, même si on a un site Internet d'ailleurs, et donc on est aussi dans l'actualité en partie, ça me semble rester quand même, pour nous, la presse écrite, la presse maîtresse ou royale, enfin, se dit sans du tout concurrence. Mais comme aujourd'hui, vous savez, un homme politique, quand il se lance en politique, a besoin d'écrire un livre. Enfin, ça reste encore, ça en France, ce respect de l'écrit, qui pèse d'une autre façon que de la vidéo, que de la radio. Ça reste dans l'esprit symbolique des Français, je pense, et d'ailleurs dans plein d'autres pays d'Europe aussi, quelque chose vraiment de symboliquement pesant et important. Après, c'est très difficile, enfin, je ne vais pas faire pleurer sur nous, on s'amuse beaucoup, on est très heureux, on a réussi à trouver un lectorat assez rapidement, à s'installer vis-à-vis du reste de la presse. Il reste que chaque mois, en fait, il faut arriver à trouver notre lecteur, le satisfaire, le fâcher aussi un peu, parce que vous connaissez cette fameuse phrase de Becky qui dit qu'à chaque numéro, il faut fâcher au moins 1/5 de son lectorat. Il ne faut pas toujours que ce soit le même, en fait, c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, on essaye de faire ce travail-là, d'être un peu surprenant à chaque fois, tout en confortant notre lecteur aussi dans ce qu'il est ou dans ce qu'il pense, en essayant d'aller chercher des plumes très variées, très différentes, d'avoir plein de tons divers aussi. Voilà, c'est ça le travail qu'on fait, qui est compliqué, parce qu'on a très peu de moyens. On est vraiment, nos moyens principaux, c'est les personnes qui travaillent là, en fait, les
ressources humaines, comme on dit, et le talent de chacun, en fait, qui est mis très souvent à contribution beaucoup plus qu'il ne devrait, on ne dort pas, etc. Mais c'est une très belle aventure dans ce sens-là, et on a vraiment l'impression qu'on a touché en fait un lectorat qui attendait ça. Oui, merci. Alors pour TV Liberté, évidemment, qui fournit, d'autant maintenant qu'il y a un flux d'informations en continu sur le site, j'ai remarqué ça. Donc, on fournit de l'information quasiment en continu. Quels sont les moyens que vous utilisez quand même pour vérifier l'information, éviter de tomber dans le piège des, entre guillemets, des fake news, mais vous dites bien que jamais on vous a pris des fois là-dessus. C'est plutôt la presse dominante qui est faillible en la matière. Bon, parce que vous n'avez pas des bataillons de journalistes, des bataillons de personnes qui vont aller scruter tous les médias, etc. Donc, quels sont les moyens utilisés pour diffuser une information quand même vérifiée à minimum? Il n'y a pas vraiment de fake news. Les fake news, c'est les mensonges d'État. C'est l'État, quand il ment, qui fait des fake news. C'est là où on peut les déterminer. Après, il y a des mensonges, mais il y a toujours eu des mensonges. Je veux dire, la reine Marie-Antoinette était considérée comme une catin. C'est un mensonge, c'est une fake news. Nous le savons aujourd'hui, mais il a fallu attendre 200 ans pour le savoir. Alors nous, j'avais cru. Voilà, quand j'étais gamin à l'école, on apprenait au lycée, au collège, bien évidemment, que cette personne-là était une femme de petite vie. Ce qui aujourd'hui est soit prouvé le contraire, soit considéré comme un mensonge éhonté. Donc vous voyez, il faut 200 ans pour que les mensonges d'État interviennent. On me dit oui, mais les réseaux sociaux libèrent la parole. Et donc cette parole-là, elle est excessive, elle est extrémiste. Mais dans le temps, il y avait les libelles, il y avait les tracts, il y avait les lettres de dénonciation, tout ça a toujours existé. On me dit, mais les gilets jaunes, ils sont ceci, racistes, sexistes, homophobes, antisémites. Non, ils sont la société, toute la société est comme cela, y compris les journalistes de la presse mainstream. Quand je vois les journalistes de la Ligue du LOL, ceux qui ont été virés parce qu'ils harcelaient leurs collègues féminines, ils harcelaient leurs collègues homosexuels, ils les harcelaient, et que dans le même temps, Dr Jekyll et Mr Hyde, ils étaient capables de venir ici, prendre la parole à la télévision pour donner des leçons de morale. Je me dis que cette situation-là, celle qu'on dénonce pour les gilets jaunes, elle est la même pour les journalistes. Elle est la même pour les donneurs de leçons. J'irai même plus loin. Je pense que quand on est un donneur de leçons de morale, c'est qu'on a vraiment quelque chose à se reprocher. Je ne suis pas un défenseur de la morale naturelle. Bien sûr que non. Je dis celui qui vient à l'écran, le politique qui vous dit « il ne faut pas faire ceci et il ne faut pas faire cela ». La plupart du temps, c'est des Strauss-Kahn qui sont derrière cela. Des Strauss-Kahn. Donc, je n'ai pas l'inquiétude. Moi, le but que j'ai dans ma vie, c'est de se dire que... Saint Augustin a dit une phrase définitive. C'est que, à force de tout voir, dit-il, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est Saint Augustin, et c'est une phrase définitive. Ma crainte, c'est qu'à force de voir ce que nous montre, on finisse par l'approuver. Et donc l'idée de TV Liberté, c'est de montrer autre chose. Et pour cette autre chose, et je réponds enfin à votre question, comme quoi oui, je suis aimable au bout de 10 minutes, c'est que je considère que ça doit être une information qui doit être vérifiée, qui doit être exemplaire, et qui doit se baser sur la loi naturelle. Voilà les choses. En fait, il faut aller là où sont nos racines, là où est la source, et à cette source-là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas être sali. Et donc, je pense que TV Liberté a, au bout de 5 ans, apporté cette preuve-là. TV Liberté n'est pas sali, parce que c'est très simple. Je vois le mensonge. Je le vois, le mensonge. Je peux vous faire un journal de TF1 en entier. Je vous le dis tous les deux, mais je pense que Jacques et Romaric, vous faites aussi ce genre de commentaires, d'exercices. Je peux vous dire où se trouve le mensonge à peu près toutes les 3 minutes. Dans la façon dont il y a le montage, dans ces micro-trottoirs, ou comme il n'y a plus d'argent à TF1 ou les autres, eh bien on va au plus près, et puis on dit, est-ce que vous êtes pour ceci, pour cela? Et puis comme on en fait 100, au bout de 100, on en trouve un qui dit qu'il est pour, et on revient, on le sort, et puis, et les Français sont pour. Mon genou, il y en a 99 qui ont dit non, et ça vous le saurez jamais. Au Pop Art d'Or,
de Jean-Yves Le Gallou, je le recite à nouveau. Un jour, TV Liberté a porté la démonstration d'avion fait avec Floriane Janin, qui est ici, et Thibaut Bastide, sont un des deux des 6 journalistes que vous voyez de notre petite bande d'information. Ils ont fait un micro-trottoir. Ils sont allés sur un marché et on a posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration? Et nous avons fait 2 minutes avec 20 personnes qui disaient, donc Elisabeth est arrivée, elle dit, ben voilà, nous avons fait une étude pour ou contre l'immigration. Eh bien, mesdames et messieurs, les Français sont pour. Alors, dans la salle, la salle de Bobardor et salle de dissidence et de réinformation, ça n'allait pas. Donc on a regardé pendant 2 minutes les 20 personnes qui disaient oui, l'immigration c'est une chasse pour la France, etc. et tout. Puis ça s'est éteint, et puis Elisabeth a dit non, ce que je voulais vous dire, c'est que les Français sont contre l'immigration. Et on a repassé 2 minutes de micro-trottoir, des fois avec les mêmes personnes. C'est un montage. Il suffit de faire un montage, pas de tricher, de monter différemment. Et là, d'un seul coup, on trouvait bien, que les Français étaient contre l'immigration. Or, ces micro-trottoirs, on vous les refaut, pardonnez-moi le terme, quotidiennement. Tout de suite, on a été faire un micro-trottoir. Or, il faut que vous sachiez, à force de voir, vous n'êtes pas obligé d'approuver. Quand vous voyez un micro-trottoir, dites-vous, on me ment. Non pas que la presse ment, il y a une presse qui ne ment pas, elle est libre. Et puis je vais te dire une dernière chose, Jacques. Tu dis, et tu as raison, moi je ne suis pas pour que la presse meure, loin de là. Ce que je suis, c'est que toi, ta presse, elle existe par le dévouement, par aussi les preuves, y compris financières, et par le don, par l'abonnement. Or, il n'y a qu'un seul système vertueux, c'est le don. Si tu n'es pas capable de faire vivre ton journal par tes propres moyens, alors ce journal n'a pas d'existence. Après qu'il ait une aide, par ailleurs, pour être mieux diffusé par la poste, etc., ça ne me choque pas. Mais si tu veux, le principe de base, c'est qu'il doit pouvoir vivre par lui-même, même modestement. Mais pas modestement, parce que l'Incorrect est plus beau que l'ensemble des journaux mensuels. Hein. Je veux dire, c'est la réalité. Donc on a bien la preuve qu'on est sans argent de l'État, sans argent des collectivités territoriales, sans argent des médias, des oligarques, sans argent des lobbies, sans argent des partis, on peut faire quelque chose. Donc voilà, c'était juste ça, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Moi j'espère, sinon tu frappes. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce qu'on crée, sur ce que on vient de fait dire, le débat, parce qu'on ne se voit pas souvent. Sur ce que vient de dire Martial. Martial, c'est l'homme le plus gentil du monde, donc merci beaucoup de ce que tu dis. Je voulais juste peut-être corriger un peu. Enfin, pas corriger. Vas-y. Je sentais bien que tu allais dire une méchanceté après. Non, pas une méchanceté, mais tu fais, quand tu parles du peuple et des fake news, tu fais comme si, en fait, si on n'avait aucun rôle nous-mêmes de décryptage ou de correction de rumeurs qui peuvent traîner, en fait. Et sans faire la maîtresse d'école et dire qu'on est Dieu le Père et qu'on a plus raison. Notre métier n'est pas que de décrypter les fake news de l'État, en fait, pas que le complotisme de l'État, mais aussi parfois celui qui peut venir du peuple, qui existe aussi, sans quoi en fait le média n'aurait aucun sens, et Twitter et Facebook suffiraient à établir la vérité. Enfin, la vérité, c'est un grand mot, mais en tout cas la réalité des faits. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire quand, dans le sondage que tu citais tout à l'heure, il y a, je sais pas, 40% des Français qui pensent qu'il y a un complot sioniste mondial qui dirige le monde. Voilà, je ne pense pas que ce soit vrai, et qu'il y en ait 40% qui pensent ça, même si ce n'est pas des gens qui pensent forcément à mal. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi un peu travailler à déconstruire. Voilà. Et donc je pense qu'on a ce double rôle d'être décrypteur de ce que disent les puissants, les dominants, et aussi d'essayer parfois d'éclaircir ce que le langage du peuple peut dire. J'aime beaucoup cette phrase que m'a apprise Elisabeth Lévy de Causeur, il faut entendre le langage du peuple, mais il ne faut pas le parler, en fait. Voilà. Et je pense que c'est un peu notre rôle de faire ça parfois. Ce sujet, justement, le complotisme, je pense que c'est vraiment une question actuelle, mais qui va dans les deux sens, parce que ce dont Martial parlait par rapport aux Gilets jaunes, c'est un peu l'État qui est complotiste et qui, du coup, va inventer un complot des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, ça se retourne dans tous les sens, en réalité. Et c'est avant tout aussi cette presse, pour le coup, cette presse officielle aux ordres depuis 30 ans, qui est devenue complètement défaillante, qui a perdu sa crédibilité, qui a perdu en grande partie son autorité, au sens de son autorité morale, intellectuelle, qui est forcément
à multiplier les explications alternatives, parfois les plus abracadabrantes, mais enfin c'est elle qui est responsable de ça. S'ils avaient fait leur boulot correctement, ça n'aurait pas produit ce genre de choses. Et on est aujourd'hui face à un nouveau média qui est Internet, qui est fascinant et dangereux, un peu comme l'invention d'imprimerie qui a propagé les récits protestants. Et donc, il faut se méfier des nouveaux médias, parce que du coup, forcément, voilà, on peut dire n'importe quoi et le diffuser sans aucun contrôle, sans aucune autorité. Ça veut dire qu'il y a quand même des autorités intellectuelles ou morales, ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui sont plus à même, c'est pas qu'ils disent la vérité, mais qui sont, qui ont une méthode, par exemple, je ne sais pas, la méthode scientifique, la déontologie journalistique, c'est des choses qui existent. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. On a des arguments, on a des preuves, on a des sources, voilà. Évidemment que sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en permanence, on va divulguer comme ça n'importe quoi, ça va être repris de manière virale, sans que personne ne pense jamais à vérifier aucune information, parce qu'on est dans le régime de l'émotion, où tout le monde veut comme ça s'indigner. Depuis Stéphane Hessel, tout le monde s'indigne, on se plie en permanence, peut-être un peu moins s'indigner, peut-être essayer de réfléchir, et les réseaux sociaux poussent vraiment à ce genre de choses, et parallèlement, ils ont aussi permis de libérer, libérer la parole. Ce qui est marrant, c'est que c'est devenu quelque chose de très négatif aujourd'hui, d'après beaucoup de gens qui disent attention, on libère la parole. On croyait que la parole et la liberté étaient des valeurs positives en soi. Mais du coup, oui, tout ça comporte un grand risque, et du coup, il faut naviguer à travers tout ça, et ne jamais que les circonstances qui sont les nôtres sont des circonstances extrêmement turbulentes à tous les niveaux, autant au point de vue politique que médiatique, qu'intellectuel, que tout est un peu comme ça redistribué en une période extrêmement... il y a une mondialisation économique, il y a une mondialisation politique complexe, mais il y a aussi un rapport à l'information qui est de plus en plus troublé, et il est très difficile de se positionner de manière juste dans ce contexte, et c'est donc ce que nous essayons de faire humblement. Bonsoir. Je voulais revenir un petit peu sur la question de la censure. Tout à l'heure, vous avez évoqué un petit peu ces problèmes là, que vous avez rencontrés là, à travers ces problèmes de ces questions de diffusion, que ce soit pour la presse écrite ou pour TV Liberté. Comment ressentez-vous, même si vous avez des moyens peut-être de vous affranchir de cette censure traditionnelle, comment ressentez-vous, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer sur ce sujet et comment arrivez-vous à les contourner? Là-dessus, je suis intarissable. C'est une grosse perche, là. Là-dessus, je suis intarissable, c'est pour ça qu'on en a fait un bouquin. Et tout simplement parce qu'on a démontré les actes de censure dont on est l'objet. Alors, premièrement, la première censure, c'est la loi. Enfin, je veux dire, la loi française, il y a une loi qui est une loi communiste qui régit la liberté d'expression. C'est la loi Guesso. Qui est, comment dire, une loi liberticide. Donc, dès le départ, nous sommes la dernière démocratie, dite démocratie occidentale, qui a une loi qui est celle que les staliniens ont instaurée et qui doit exister en Corée du Nord encore, que je ne suis pas sûr. Si je me permets, en deux mots, la loi Guesso, vous pourriez dire... La loi Guesso, elle bride la liberté d'expression sur des domaines sur lesquels, bien évidemment, il n'y avait d'ailleurs pas à légiférer, puisqu'il y avait déjà la loi Pleven qui existait auparavant. Cela a renforcé de manière, notable, l'ensemble des dispositifs qui visent à la défense des Français en priorité. Dans la réalité, aujourd'hui, cette simple proposition-là est plus recevable. Je veux dire, elle est condamnable. Donc, il y a déjà devant nous la loi. Ensuite, après la loi, il y a le flic, c'est-à-dire celui qui est censé le faire appliquer. Alors qu'il le fait d'ailleurs d'une manière tout à fait différente, selon l'organe qu'il a en face de lui, c'est le CSA. Le CSA peut considérer que Monsieur le Président de la République peut parler pendant 6 heures par jour à la télévision, c'est-à-dire un peu plus que Castro, que Chavez, sans que ça pose de problème. Ils viennent de quand même considérer au bout de 3 mois, ou de 1 mois de ces logorées, qu'on allait décompter le temps d'antenne sur celui du gouvernement,
Ça me paraissait assez logique, le chef de l'État étant quand même globalement lié au gouvernement. Mais par contre, c'est le même CSA qui vocifère parce que à Bistro Liberté, nous continuons à boire du vin, n'est-ce pas, Romaric? Même si c'est pas toi qui bois tout, hein, mais quand tu viens, on double les bouteilles. Non, c'est une plaisanterie. Mais voilà, et là, le CSA se montre intraitable. Donc nous avons le CSA qui dit, si vous voulez être sur la TNT, si vous voulez être sur un câble opérateur, eh bien, vous devez être déclaré au CSA. Se déclarer au CSA, c'est pas difficile, hein, c'est un papier qu'il faut remplir et qu'il faut redonner. Vous voyez, pourquoi vous ne le faites pas? C'est un papier qu'il faut remplir et qu'il faut redonner. C'est pas anormal qu'il y ait un organisme qui sache que vous êtes là. Oui, mais une fois que cela est fait, le CSA rentre dans un autre cadre, qui est le cadre de l'obligation qui est faite aux partenaires d'accepter. Donc nous avons par exemple la charte de la diversité, LGBT, sexisme, etc. et tout, que nous devons signer. Nous devons signer toute une série d'engagements, qui sont des engagements qui s'avèrent non pas des engagements, qui s'avèrent des engagements politiques dans la réalité. Or nous ne voulons pas nous soumettre à ces dictates. Donc voilà le deuxième niveau de censure. Puis le troisième niveau de censure, parce que si tout cela était si simple, c'est que le CSA censure. Le gouvernement se dit, est-ce qu'on doit censurer? Ça fait quand même un peu désordre. On peut encore éborgner, on peut frapper, on peut mettre des milliers de personnes en examen. Bon, mais censurer la presse, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu plus lourd. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu de censurer la presse, on va dire à YouTube, c'est-à-dire à Google par exemple, ou à Facebook, et Instagram, ou à Twitter, ce qui est écrit dans votre boutique, dans votre plateforme, dans votre boutique, tout ce qui se fait dans votre boutique, tout ce qui se dit dans votre boutique, vous êtes responsable. Pour entrer dans votre boulangerie, vous dites une évidente calomnie, ce n'est pas vous qui êtes visé, c'est le boulanger qui vous a fait rentrer qui est responsable. Vous voyez la difficulté. Qu'est-ce que va faire le boulanger? Dès qu'il va voir l'homme ou la femme qui porte la calomnie, il va lui dire « Ne rentre pas chez moi, parce que si tu rentres chez moi, je vais être condamné. » Donc, Twitter, Facebook et Google, qui ont déjà une propension naturelle à la censure, eh bien, considèrent que comme ils sont responsables, au même titre que Jacques de Guibon est responsable de ce qui s'écrit dans l'incorrect. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a écrit dans l'incorrect une phrase qui tombe sous le coup de la loi, il est responsable. Hein, c'est ça. C'est pas toi, mais ça sera plus aussi dur. Bon, mais c'est le directeur de la publication, c'est le directeur de la publication, pardon. Mais le directeur de la publication est responsable. Et bien là, le responsable de Twitter, le patron de Twitter, de Facebook et de Google devient le directeur de la publication. Et donc YouTube prend les devants et censure à l'avance. TV Liberté a été censurée en juin dernier en moins de 24 heures. Il faut 3 avertissements successifs pour être censuré par YouTube. Pourquoi 3 ? Nous ne le saurons jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se défendre? Face à YouTube, nous n'avons pas le droit à un avocat, nous n'avons pas le droit à une justice. Ce n'est pas en France. Donc, ils décident. Et en 24 heures, ils ont décidé que les images de la Gay Pride que nous avions passées sans aucun commentaire avaient été signalées 1000 fois, et comme ça a été signalé 1000 fois, un avertissement. Qu'une musique que nous avions utilisée en 2013 sur 5000 émissions n'était pas une musique libre, et donc ce fut le deuxième avertissement, toujours dans les 24 heures. Et puis que nous avions utilisé quelques secondes, 9 secondes très précisément, d'images de football qui ne nous appartenaient pas, c'était notre erreur, et bien c'était le troisième avertissement. Quand nous avons vu que nous avions une erreur, nous avons retiré l'émission, nous avons mis nos images que nous avions achetées du football, grâce ou à cause de l'AFP, dont nous sommes, comment dire, les clients. Et donc, pour montrer notre bonne foi, dans les 24 heures, même avec notre bonne foi, une demi-heure après, non pas l'émission, non pas les 3 émissions incriminées, mais les 5000 émissions qui n'avaient jamais posé de problème. Les 100 000 abonnés de YouTube, eh bien, nous avons été censurés, avec aucune possibilité. Nous n'en avons eu aucune. Parce que bien sûr, il faut prendre des avocats qui soient au courant de la façon du droit américain, c'est pas les avocats français, donc il faut bien évidemment s'exprimer en anglais. Donc nous avons pris les décisions, puisque nous n'avions plus cette boutique, de prendre d'autres boutiques. Nous sommes allés sur toutes les boutiques qui nous voulaient bien de nous. Nous sommes allés sur YouTube,
qui est l'équivalent russe de YouTube, mais très peu connu. Et donc pour les plus jeunes, l'ensemble de l'interface est en cyrillique. Alors nos techniciens mettant en cyrillique et essayant de voir des pages entières de cyrillique pour savoir comment il fallait faire, bon, le cyrillique, le russe, nos techniciens ne sont pas payés par les Russes, donc nous ne parlons pas russe. Donc voilà, donc ça avait le mérite au moins de le démontrer. Donc ça a été très compliqué. Pendant ce temps-là, nous avons perdu beaucoup de temps. Donc voilà, à tous les niveaux, il y a une censure. À tous les niveaux. Je ne parle même pas des censures aujourd'hui, qui sont celles qui sont faites aux associations qui perçoivent des dons, qui fait que, eh bien, on est censuré systématiquement, quelquefois, alors que TV Liberté, et je pense que c'est la même chose pour l'incorrect, on sera d'accord, le fondement même de notre démarche à nous, c'est le respect de la dignité humaine. Dès lors que cela est posé sur la table, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de jugement de notre part. Il y a tout simplement la démonstration. Pour la Gay Pride, il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas d'irrespect de ce que chacun décide de faire. Sauf que nous avions montré la queue de la manifestation, si j'ose dire, et cette queue de manifestation, comme toute queue de manifestation, n'était pas remarquable. Il y avait des gens à quatre pattes qui se prenaient pour des chiens, etc. Et tout. Et notre présentateur, Olivier, qui est là, frère Jacques, avait dit, eh bien, âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, s'abstenir. Ben pour cela, nous avons reçu un avertissement de YouTube. Ça veut dire que la censure tombe, c'est comme la foudre. On a beau essayer de mettre un paratonnerre, ben des fois on se prend la foudre là où on s'y attendait pas. Bon voilà, ça je l'ai expliqué dans tout ça parce que c'est inouï. C'est inouï de voir à tout moment l'incapacité qu'on a à se défendre. Et en fait, dans la réalité, et après vraiment je suis trop loin, dans la réalité, c'est que nous avions atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 abonnés, et que les 100 000 abonnés nous permettaient d'avoir des moyens financiers de Google, notamment des studios, notamment à l'école de formation. Là, nous rentrions dans les membres privilégiés. Or, il était impensable que TV Liberté puisse bénéficier à un moment donné de l'aide de Google. Donc, à ce moment-là, le jour où nous avons passé les 100 000 abonnés, ce jour-là, nous étions bien évidemment la cible, et nous avons été la cible. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur YouTube, nous revenons, mais nous avons entre-temps acheté à vil prix des serveurs, les propres serveurs à nous, qui donc, c'est notre propre boutique, ce qui fait que si demain matin, quand vous regardez les émissions sur tvliberté.com, YouTube bloque notre émission, dans les 2 secondes, cette émission est reprise par ce qui est sur notre serveur. Donc sur notre site, il y aura toujours des émissions. Voilà. Mais c'est à vil prix, et tout ça, bien évidemment, nous a coûté et de l'argent et du temps. Merci. Du côté de l'incorrect, pour la censure est peut-être moins présente, prégnante, mais on vient d'apprendre en direct que TV Liberté était sur la faute de vendre à YouTube, donc à Google. Donc, c'est bien que vous ayez été censuré. Finalement, ça vous restez libre comme ça. C'est terrible ce qui est arrivé à TV Liberté. Nous, c'est sans doute l'avantage de la presse écrite, déjà parce que c'est un média moins sous le feu des projecteurs aujourd'hui, et parce que les canaux de distribution restent physiques aussi, donc divers, multiples, répartis. Nous, on ne peut pas subir de censure comme vous en subissez avec YouTube, qui est le seul canal de distribution, enfin le seul, l'hégémonique, le monopole, qui vous couperait tout en fait. Nous, c'est impossible à moins que on soit condamné à ne plus paraître du tout parce qu'on aurait écrit quelque chose d'absolument affreux et qu'on soit totalement admissible. On est un peu triste, ça nous est jamais arrivé en fait d'être censuré réellement. Ça nous est arrivé très récemment une fois sur Facebook, là, mais c'est depuis leur nouvelle loi parce que on avait fait un article disant que la jeune fille voilée qui avait reçu un prix de l'Europe, là, comme jeune fille représentant l'Europe, avait reçu un prix du Parlement européen alors que c'était de la Commission européenne. C'était ça notre erreur, donc on l'a corrigé, mais là on a été bloqué par Facebook immédiatement. Mais voilà, mais l'avantage de la presse écrite, c'est qu'il n'y a pas de CSA déjà, ce qui est quand même notable, donc il y a moins de surveillance, et la diffusion qui se fait à la fois par des abonnements et à la fois par des kiosques, même si les diffuseurs, les distributeurs français dans les kiosques sont encore tenus par des syndicats plus que communistes, je dirais staliniens en fait, qui quand on ne veut pas vous distribuer en fait, peuvent décider de ne pas le faire du jour au lendemain. Malgré ça, en fait, ça ne nous est jamais arrivé pour l'instant d'être réellement censuré, mais on va essayer. Parce que pourtant, on est beaucoup moins respectueux de la dignité humaine que TV Liberté. On ne se prive pas d'insulter des gens,
Pour en revenir justement à ton histoire de Gay Pride, quand Pierre Berger est mort, on a un journaliste très amusant qui s'appelle Eric Zubi qui a écrit un article « Peut-on chier sur Pierre Berger ?» En fait, voilà, mais on n'a pas été censuré là-dessus. Je vous dirai pas la réponse. Donc, il faut remarquer qu'il y a aussi des censures par conformisme. Alors, dans le domaine culturel, c'est pas directement la censure, puisqu'en fait, il y a un matériau culturel en soi, donc il ne s'agit pas d'avoir un avis dessus, mais par exemple, on voulait interviewer un groupe belge récemment, et on s'entend plutôt bien avec le distributeur. Et puis on nous a dit, bah non, peut-être mieux pas qu'il passe chez vous parce que bon, vous n'avez quand même pas, parce que c'est pas, voilà, mais on travaille très bien avec elle, donc je ne comprenais pas, attendez, on n'est pas plus, enfin, oui, on est marqué politiquement, mais les arts sculptibles aussi, donc on ne va pas tellement mettre la question. Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'elle, ça la dérangeait absolument pas, même le label à la limite, même le groupe qui n'avait même pas été mis au courant, en réalité, ils avaient peur des réactions de leur fanbase. C'est-à-dire des fans qui, sur Internet, lynchent des choses. Alors, ça nous est arrivé aussi avec l'Aibar, qui est un groupe industriel slovène, dont on avait eu une très belle interview exclusive lors de la sortie de leur dernier album. Et là, c'est sur le Facebook du groupe que des fans français sont intervenus, comment vous avez osé répondre à l'incorrect, c'est monstrueux. Et du coup, ça fait des dizaines. Alors bon, l'Aibar étant des gens plutôt intelligents, plutôt drôles, et qui aiment provoquer de manière générale, ils ont juste répondu qu'ils parlaient à tout le monde, et qu'ils n'en avaient rien à foutre des conseils, quels qu'ils soient, quant à leur possibilité ou non de répondre à des médias. Mais ça leur demandait du coup du caractère, du courage, du recul. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Et donc il y a aussi cette forme de censure, on parle de censure d'État, mais il y a aussi une censure paradoxale qui est celle du conformisme. Et qui est celle les gens, ils pensent même à rien, la question, simplement, ils vendent un produit à la fin, donc du coup, ils veulent continuer à le vendre, ils ne veulent pas de pression. Et donc ça existe aussi comme frein à la liberté d'expression de manière assez fondamentale, souvent dans une société comme la nôtre, justement, très capitaliste et très consumériste. Il y a aussi cet aspect-là des choses qui est à prendre en compte. Merci. Alors, puisqu'on parle de censure, j'aimerais aborder les récentes lois et celles en préparation sur le contrôle de l'information. Alors, j'ai noté deux lois qui sont déjà passées. Une loi qui a été passée à l'été 2018 sur le secret des affaires. Ce que j'ai trouvé, c'est que, qui précise que les informations à valeur commerciale considérées comme secrètes doivent être protégées. Obtenir, utiliser et diffuser de telles informations est désormais passible de sanctions. Et par exemple, avant cette date, donc l'affaire de Mediator, si j'ai bien compris, si elle avait été sous le régime de cette loi, n'aurait pas pu être révélée, puisqu'il y avait donc des informations à valeur commerciale avec des enjeux forts. Voilà, donc cette première loi. Et puis une deuxième, la fameuse loi sur les fake news. Alors, j'ai pas vu le détail, mais j'ai bien compris que, alors au nom de quoi? Au nom du complotisme, c'est le pouvoir ou les GAFA qui maintenant, le pouvoir politique leur a délégué en quelque sorte la faculté de contrôler, comme vous disiez, de contrôler l'information qu'ils hébergent. Donc les internautes abonnés à YouTube, etc., ou à Twitter sont surveillés par l'hébergeur, et c'est lui qui fait la police, parce que l'État a trouvé ça bien pratique pour... Alors il y a déjà ces deux lois qui sont en vigueur, et puis je crois qu'il y en a une troisième qui est en préparation, mais plus au courant que moi. Vous allez peut-être nous dire des précisions. Au nom de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, parce qu'il y a eu l'affaire de Finkielkraut. On a mis du temps à comprendre d'ailleurs que ce n'était pas des gilets jaunes, mais c'était des salafistes qui l'avaient insulté. Mais enfin, la presse, les grands médias ont bien focalisé sur le fait que c'était pas une manif de gilets jaunes, c'était les gilets jaunes qui avaient insulté prétendument Finkielkraut. Donc il fallait absolument réagir parce qu'on ne veut pas revenir quand même aux années 30, ce qui n'a rien à voir parce que le contexte. Voilà, donc au nom de cet antisémitisme, je crois qu'il y a une loi en préparation sur le contrôle de l'information. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus
Moi, je vais vous dire très, très rapidement ce que je crois, c'est que quand un pouvoir est aux abois, il multiplie les lois, ces lois ne sont plus appliquées par personne. Alors celle-ci, bien évidemment, il y a une police qui continue. C'est-à-dire, si la police fait un travail contre les gilets jaunes, la police de la pensée, elle existe aussi, et celle-ci, on la renforce par tous les moyens. Mais ce qui est évident, c'est que vous avez raison de dire, quand on insulte Finkielkraut, c'est pas le problème de l'antisémitisme, c'est le problème du fondamentalisme islamiste en France, bien évidemment, qui est lié à cette forme d'antisémitisme. Et après, essayer de dire, comme on le fait, que tout ça relève de joyeux maurassiens qui étaient là et qui, bien évidemment, au nom du souvenir de Jean Maurras, continuaient à insulter Finkielkraut, ça ne tient pas. Donc là, ce qui est important pour TV Liberté, c'est de non pas faire cette propagande ou démontrer, c'est de montrer les images, tout simplement. Quand on montre l'image de l'insulteur, on comprend bien évidemment qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est le problème de l'islam. Un des problèmes de la France, mais sûrement un des majeurs, c'est celui de l'islam. Voilà, ça c'est une réalité, on essaie de cacher. Alors, toutes les lois qu'ils font, je veux dire, honnêtement, c'est un pouvoir aux abois. C'est un pouvoir aux abois. Le chef de l'État, pendant un mois, il n'a pas pu sortir de l'Élysée. Dans la réalité, c'est cela. Quand il est allé au Puy-en-Velay, où il croyait qu'il allait voir les Français et qu'on lui avait dit que c'était une sympathique préfecture absolument amorphe en France, qui était déjà morte, et que donc, par définition, il n'y aurait personne qui le rappellerait, puisque c'était déjà un pays mort. Parce que c'était une ville morte, comme sont des villes mortes dans son esprit, parce qu'il ne sait même pas où est Châteaudun, parce qu'il ne sait pas où est Orléans, parce qu'il ne sait pas où est Montargis. Eh bien, il est arrivé au Puy-en-Velay, et là, il a vu la haine. Oui, il a vu la haine, parce que la haine, elle est en fait une colère qui s'exprime et qui explose. Je ne dis pas qu'est-ce que c'est bien, je ne dis pas qu'il faut parler comme ça au chef de l'État, mais une femme s'est agrippée, c'est lui qui le raconte, hein. Une femme s'est agrippée à sa voiture et lui a dit « J'espère que tu vas crever sur la route ». Moi, je ne suis pas... Je considère que c'est affreux de dire ça. Non, c'est affreux de dire ça. Je pense que c'est affreux de dire ça. Mais d'un autre côté aussi, il faut qu'à un moment donné, le chef de l'État comprenne que dans la Startup Nation, ben, il y a des gens qui souffrent. Et que ceux qui souffrent, qui sont déclassés, eh bien, il faut qu'ils les voient. Donc, c'est un pouvoir qui est aux abois. Donc, il renforcera le millefeuille de la répression, Alors, bien sûr, il arrive par la répression et par la puissance à calmer le jeu jusqu'à la prochaine fois. Mais la prochaine fois sera encore plus dramatique parce que s'il n'y a pas de réponse, peut-être qu'il y aura des réponses et à partir de ce moment-là, youpi pour la France. Mais s'il n'y a pas de réponse, eh bien, ça continuera. Or, il y a une France qui est aujourd'hui une France déclassée, qui est une France délaissée. Et cette France délaissée, si on ne lui parle pas, elle se soulèvera à nouveau. Ce sont des révoltes, et si ce n'est pas encore une révolution, alors ce jour-là finira par arriver. Voilà. Et je ne vous parle pas de la France des banlieues, qui est une autre France, hein, qui celle-là se soulève et qui fait des dégâts dans le silence le plus total. Écoutez, à Grenoble, 18 millions en 3 jours, 18 millions de dégâts, c'est-à-dire plus que les dégâts provoqués par les racailles autour des gilets jaunes et quelques gilets jaunes à Paris en 3 mois. 3 mois à Paris, 18 millions de dégâts. 3 jours à Grenoble, 18 millions de dégâts. À Paris, des milliers de tirs de flashball. À Grenoble, on en est à un tir. Lundi soir, 5 voitures ont été brûlées et, comme c'était une nuit calme, ce sont seulement des cocktails Molotov qui ont été lancés sur les policiers, parce que c'était une nuit calme. Hein. Donc là, les policiers n'ont pas été blessés cette fois-ci, donc c'était une nuit vraiment calme. 0 arrestation. Ah, vous savez bien, c'était lundi soir, c'était le 4e jour. Dans le 3e jour, 0 arrestation. On n'arrête personne parce que, je vais vous dire pourquoi on ne les arrête pas. On ne les arrête pas parce qu'on ne sait pas où les mettre. Parce que si on les met dans le commissariat est attaqué. Donc il faut les sortir de Grenoble. Et on se dit que si on les amène à Orléans, ça va se soulever. Donc on n'arrête pas. Ça, c'est la situation. Alors ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. La France des banlieues, elle est au bord de l'explosion. Gérard Collomb l'a dit
Madame Pécresse l'a dit, s'ils le disent, c'est que ça ne doit pas être totalement faux, s'ils commencent à se réveiller. De l'autre côté, il y a la France française, celle qui est maintenant dans les réserves. Les ronds-points sont les dernières réserves dans lesquelles on autorise les Français de souche, les Français à se réunir. Ce sont les réserves naturelles, on a le droit au rond-point. Les grandes villes, c'est la France des aisés, c'est la France mondialisée, c'est celle de Macron. La banlieue, c'est pour les immigrés, pour l'immigration et pour le grand remplacement. Les déclassés, ils ont le droit, c'est les ronds-points. C'est les ronds-points, c'est la France périphérique. Non, c'est maintenant la France des ronds-points. Celle-ci, elle se explosera à nouveau. Donc, ils pourront multiplier tout ça, cher ami. Oui, c'est dangereux, oui, c'est grave, mais ils n'empêcheront pas la réalité. C'est que la réalité, s'ils n'arrivent pas à changer les choses, ils seront balayés. Et moi, j'appelle de tous mes voeux à ce qu'ils soient démocratiquement balayés. Il y a des élections pour ça. Commençons par cela et balayons-les parce qu'on a cru, on a cru que cette personnalité d'Emmanuel Macron était capable de changer les choses, qu'il allait être un nouveau monde. Or, il va chercher dans le pire de l'ancien monde, celui de la répression notamment, il va chercher les pires outils de l'ancien monde pour subsister et pour rester au pouvoir. Il y a des élections, il y en a au mois de mai, dégageons, continuons le dégagisme. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est bon. Merci. Je témoigne au propos des ronds-points. J'étais hier en Auvergne, donc dans la sous-préfecture de Haute-Loire, dont le Puy est la préfecture, cette fameuse ville morte. Sur les ronds-points, malgré le temps qui n'était pas du tout sympathique, il y avait une équipe de gilets jaunes. Je me serais presque arrêté, mais bon, j'avais des impératifs, avec le bras zéro, etc. Voilà, ils étaient là, et à mon retour, quand je suis repassé, 3 heures après, ils étaient toujours là, voilà, un mercredi. Et quand Macron est venu, l'avion présidentiel est parti sans lui. Ils ont eu peur quand les gilets jaunes arrivaient sur le tarmac, l'avion présidentiel est parti. Il n'avait plus d'avion pour rentrer à Paris. Il a fallu attendre que l'avion revienne. Voilà, c'est ça en ce moment. Et vous allez me dire, Sarkozy, 6 ans plus tôt, à Bayonne, ne pouvait plus sortir de la ville parce qu'il était agressé par l'extrême gauche, le président Sarkozy. Vous allez me dire, 6 ans plus tôt, le président Chirac est resté au Stade de France pendant plus de 3/4 d'heure car il ne pouvait pas sortir du Stade de France en raison des émeutes du match France-Algérie sur lequel Lionel Jospin avait reçu une bouteille d'urine au visage, semble-t-il, du haut de la tribune. Il est resté 3/4 d'heure sans pouvoir partir. C'est dire que le grand État qu'est la France est aujourd'hui à cela d'être totalement évacué. Voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, on peut multiplier les choses, on peut multiplier les actes de censure, de répression, des moyens coercitifs. Dans la réalité, c'est un pays, c'est un gouvernement aux abois. Du côté de l'incorrect, vous avez dit tout à l'heure qu'il est moins sujet à ce contrôle, mais vous le vivez comment, le contrôle passé ou à venir? C'est difficile de parler après la perte de Martial, qui s'est remporté. Il a fait un meeting politique. Désolé tous. C'était quoi le sujet? Oui, pardon, sur les lois de censure. Cette loi, la dernière que vous avez évoquée, en fait, qui serait une condamnation de l'antisionisme comme antisémitisme. En fait, je pense qu'elle ne verra jamais le jour parce qu'elle est parfaitement absurde. En plus, elle n'est même pas censée être une loi répressive ou pénale. Et elle va sans doute créer en plus de l'antisémitisme en plus, mais on dirait le seul État qu'on n'a pas le droit de contester dans le monde, vous verrez, c'est l'État des Juifs, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une absurdité qui l'attise devant le CRIF en fait, parce qu'il fallait qu'il dise quelque chose et qu'il fallait qu'il rassure que c'était après l'agression de Finkielkraut. Je pense qu'elle n'a aucun sens. Celle dont vous parliez sur le secret des affaires, en fait, je ne crois pas qu'elle soit appliquée encore pour l'instant, enfin en tout cas j'en ai pas entendu parler. Et j'espère qu'elle ne le sera pas, parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on ne peut plus révéler quoi que ce soit, vous l'avez dit. Et non, nous, franchement, on n'est pas... je sais que la situation est tendue pour beaucoup de gens, etc., qui ont l'impression de pouvoir parler. Nous, on n'est pas suivi à ça, peut-être parce qu'on est trop petit, peut-être parce que je ne sais quoi, mais pour l'instant, on ne s'est jamais privé de quoi que ce soit. Et on a subi des insultes, des dégradations dans notre immeuble, de boîtes aux lettres, des insultes nazies, etc. Ouais, des menaces de mort aussi, un peu. C'était au moment où on est sorti de numéro sur l'islam, donc on se disait enfin des djihadistes, mais même pas. Voilà, donc on peut même plus se fier à eux. Donc voilà, pour l'instant, on est. Voilà, tout se passe bien. Malgré tout, on n'a jamais été agressé plus que ça. Vous passez à travers les gouttes. Et c'est vrai que, bon, je le dis, j'achète souvent l'incorrect en kiosque, parce que je trouve que c'est bien de l'acheter chez son marchand de journaux.
Voilà. C'est encore mieux ça. D'ailleurs, j'ai fait une rencontre très, très sympathique, voilà, en personne de M. Gaffin qui est là ce soir. Et qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, j'ai plaisir à lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de plumes, un joli coup de plume qui est voilà, libre et voilà, avec la verbe, et ça j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à propos du contrôle de l'information et de censure, ou de travestissement d'information en un mensonge, pour aller bref. Il y en a une qui me vient à l'esprit, que j'ai peut-être eu connaissance. C'était assez au début de la révolte des Gilets jaunes. Il y avait une pancarte, donc il y avait un reportage, il y avait une pancarte Macron démission que les Gilets jaunes portaient. Et donc sur le JT de France 3, la pancarte, en fait, elle est devenue Macron, puis dessous, il y avait un blanc. Il y avait un blanc. Alors, bon, évidemment, ça s'est su par les réseaux sociaux, hein, parce qu'il suffit que quelqu'un prenne la photo et puis diffuse. Alors, le lendemain, France 3 s'est excusé en disant que c'était une erreur technique. Voilà, c'est un exemple du mensonge, effectivement, d'État, puisque c'est directement aux ordres. J'espère avoir pas dit de propos complotistes, puisque, en fait, le complot, c'est la rumeur, la supputation, mais là, c'est plus une rumeur, c'est un fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci déjà pour tous ces...